Donc on revient à la bande dessinée, un très bon travail, soit côté texte, soit côté aussi dessin. Donc j'ai eu la chance de lire, de relire cette bande dessinée. J'avais aussi l'honneur et la chance de rencontrer Simon à Rouen. On s'est connus à Rouen. Et là, aujourd'hui, il nous fait l'honneur d'être venu pour nous donner une conférence et de dédicacer en fait avec son ami, le dessinateur Remédium. Donc c'est une histoire qui raconte l'histoire d'une famille juive qui a des descendances qui a fui l'Espagne pour s'installer en Turquie actuelle, l'Empire ottoman, et par la suite elle a fui la Turquie pour s'installer en France, et de la France aussi elle a fui aussi le fascisme et pour s'installer encore une fois en Espagne, donc à Barcelone. Donc ma première question en fait, pourquoi le choix d'un scénario BD? Pourquoi vous n'avez pas pensé à écrire un roman, à écrire un scénario peut-être cinéma? Pourquoi le choix d'un scénario BD? Alors, bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup d'être là, je suis très heureux d'être là, merci Amar. Donc, en fait, je peux même pas dire que c'est une idée originale, puisque c'est pas mon idée de faire une bande dessinée, c'est l'idée de mon éditeur. Moi, au départ, je voulais faire un roman. J'ai contacté l'éditeur, donc les éditions Ouest France, qui m'a dit super idée, mais bah non, pas un livre, vous allez faire un roman graphique. Et à ce moment-là, j'avais pas de dessinateur, donc j'ai commencé à travailler en disant comment on fait une BD, je sais pas, j'y connais rien, c'est mon premier livre. Et après plusieurs mois de travail, grâce aux réseaux sociaux, parce qu'ils ont souvent un impact négatif, mais ils peuvent avoir aussi un impact positif. Donc à l'époque où X s'appelait encore Twitter, j'ai lancé un appel à dessinateurs. Une amie commune, une historienne, Nathalie Raoult, a vu mon appel. Elle connaissait Remédium. Elle lui a signalé mon appel à dessinateur. Il m'a envoyé un croquis et c'était parti pour qu'on travaille ensemble. Donc ça s'est construit par étapes. Il y a 1 an de travail où je travaille tout seul à faire des recherches historiques, puisque c'est une BD 100% historique. Tout est basé sur des archives. Ensuite, il y a le moment de contact avec l'éditeur où il me dit qu'on va faire un roman graphique, une bande dessinée. Il y a encore quelques mois qui se passent, et ensuite il y a 1 an de travail avec Remédium pour construire cette bande dessinée. Voilà. Merci. Remédium, j'imagine que ça fait longtemps que vous êtes dans le monde de la bande dessinée, dans le dessin. Est-ce que, en fait, comment vous acceptez un scénario? Est-ce qu'il y a des suggestions aussi de changement de scénario pour mieux l'adapter au dessin? Bonjour à tous. Alors il y a quelques changements effectivement, parce que moi, comme je suis à la base un auteur complet, d'habitude je scénarise aussi. Quand j'ai eu le texte de Simon, effectivement, on en a parlé ensemble et je lui ai dit que peut-être j'allais mettre un peu mon grain de sel dedans. Donc je suis intervenu moi en fait sur tous les côtés techniques, c'est-à-dire que Simon il était vraiment sur le côté historique, l'histoire de sa famille, etc. Et puis moi je lui donnais des conseils plus techniques, des propositions de scénario, et on a comme ça fait un ping-pong permanent sur le texte pour aboutir à quelque chose qui nous plaisait à tous les deux. Et comme on s'est bien trouvé en fait et qu'on avait à peu près la même vision du projet sur tous les points, ça s'est fait assez naturellement. Voilà. Dans ce travail en fait de recherche, est-ce que vous avez raconté à 100% ce qui s'est passé pour votre famille, ou il y a un côté fiction? Il n'y a pas de fiction. La seule partie qu'on pourrait peut-être qualifier de fictionnelle, et ça c'était alors c'était pas une bataille parce que mon camarade l'a dit, on était quand même globalement d'accord sur tout. Moi j'avais un œil d'historien. À l'époque j'entrais à la Sorbonne en fac d'histoire pour faire un mémoire, mais j'avais déjà cette âme d'historien et j'étais journaliste avant. Là où Remédium avait lui le sens du récit que moi j'avais pas forcément, et donc la seule partie qui peut-être est un peu fictionnelle, c'est les dialogues, puisqu'il fallait de la vie dans le récit, donc des dialogues. Donc on a inventé des dialogues, mais on les a inventés dans un contexte, on les a inventés en imaginant la philosophie de nos personnages, et philosophie qu'on a imaginée avec, en tout cas
cas là c'était de ma part, mais évidemment aussi de Remedium, c'est que Isidore et Simone, c'est mes arrière-grands-parents, et l'histoire qu'on raconte, c'est celle de ma famille, et donc j'avais à cœur d'être au plus près de ce qu'ils avaient pu être, puisque j'ai croisé Isidore, il est mort, j'avais 6 ans, mais j'en ai parlé avec ma grand-mère, sa fille, pour qu'elle me parle de lui, de comment il était. Donc par exemple, on n'a pas mis des phrases de communistes dans la bouche d'Isidore, puisque c'était plutôt globalement un centriste, pour donner un exemple politique. Mais donc on a quand même collé tout le contexte. Lui est historique vérifié, et il est vérifié à la fois par des documents qui concernent directement ma famille, et par les travaux d'autres historiens, parce que j'aurais pas pu écrire le livre si j'avais pas eu d'autres historiens qui avaient travaillé avant moi pour parler du contexte, expliquer comment la France a fonctionné sous le régime de Vichy, sous l'occupation, comment la Shoah a eu lieu, comment la résistance s'est mise en place. Enfin voilà, je me suis servi de tous ces travaux-là pour inscrire l'histoire de mes arrière-grands-parents dans un contexte. D'après ce que j'ai compris, vous avez mis en fait vos convictions politiques, philosophiques et intellectuelles de côté pour être plus objectif dans le travail. Alors, sur le contexte historique, oui, mais après, la genèse même du livre est directement liée à mes convictions politiques et philosophiques, puisque au départ, je raconte rapidement la genèse de l'idée même d'un livre. J'étais journaliste et en 2018, je pars avec une classe de lycéens de Rouen, parce que j'étais journaliste là-bas. On part à Auschwitz pour faire une visite du camp, donc les lycéens vont découvrir le camp. Et moi, à ce moment-là, j'y suis jamais allé. Je sais que dans ma famille, il y a des déportés, mais c'est un peu le continent caché de la famille. On le sait, mais on n'en parle pas. Je ne sais pas que mes arrière-grands-parents avaient été résistants, et je savais que ma grand-mère avait été cachée dans un couvent. Voilà, donc il y avait des choses sues et d'autres non. Mais je savais qu'en allant à Auschwitz, j'allais quelque part où des gens de ma famille étaient décédés. Donc j'aurais un rapport particulier au lieu, et ça m'arrangeait bien d'y aller en tant que journaliste, puisque j'y allais pas en moi regardant directement le camp, j'y allais en regardant des lycéens qui regardaient le camp, et qui s'appropriaient cette histoire-là qui n'était pas forcément la leur au départ. Donc c'était un moment très intéressant où j'ai eu des discussions avec des historiens qui nous accompagnaient et qui nous ont expliqué l'importance de préserver des documents et notamment des photos des personnes qui ont été déportées, parce que c'est sauvegarder une photo, c'est sauvegarder une part de l'humanité de quelqu'un qui est disparu, et notamment dans ce contexte-là. Et ça vaut dans tous les contextes de guerre et de conflits et de crimes de masse, hein, de préserver l'image, le visage de quelqu'un, c'est préserver aussi le fait qu'il ait existé, notamment quand les personnes décèdent dans le cadre d'un génocide ou d'une entreprise d'extermination qui vise à faire disparaître non seulement des gens, mais aussi une culture. Voilà, il y a plusieurs peuples qui ont été concernés par ces choses-là, ou qui sont concernés par ces choses-là. Et donc, cette idée me reste en tête. Il se passe du temps, je finis par en parler à ma grand-mère, et à regarder sur le site du mémorial de la Shoah, où en fait, sur les 10 déportés de ma famille, il n'y en a que 5, il y en a que 2 qui avaient leurs photos, alors que je savais qu'on avait des photos. Donc je me mets en tête de transmettre ça. Puis, partant de là, je commence à faire des recherches sur comment ça s'est passé, qui était où, qui a fait quoi. Je pose des questions à ma grand-mère, et je me dis, je vais faire un petit livret, un petit truc, 30 pages, pour, en gros, agglomérer mes recherches et donner ça à ma grand-mère, en disant, tiens mamie, regarde, l'histoire est écrite, et il n'y a pas de... Enfin, ma grand-mère a vécu avec ce fardeau un peu toute sa vie, parce qu'elle n'a pas eu de grands-parents, contrairement à moi qui ai eu la chance de l'avoir. Et donc, je voulais panser ses plaies un petit peu, lui mettre un petit pansement avec ce petit livret. Et alors que je suis dans mes recherches, il y a la campagne de la présidentielle 2022 qui commence, Éric Zemmour candidat, qui dit que Pétain a sauvé les Juifs français, sauf que dans ma famille, il y a 10 déportés, 9 étaient français. Donc ça colle pas à la réalité historique. Et là, je prends l'exemple de ma famille, mais les historiens, depuis 50 ans, ont travaillé et ont bien expliqué que le régime de Vichy n'a pas sauvé les Juifs français. Et moi, quand j'entends ça, le sol s'ouvre un peu sous mes pieds en me disant, en fait, il faut tout recommencer. L'histoire, on la connaît, les documents, on les connaît, mais il y a encore des gens qui peuvent se permettre, à heure de grande écoute, de raconter n'importe quoi et de tordre les faits. Donc c'est à ce moment-là que je décide d'en faire un livre. Donc
voilà, le livre, dans son contexte, dans sa genèse, c'est un livre antifasciste. La manière dont on l'a écrit aussi, puisque on réaffirme nos convictions humanistes à tous les deux. On a des convictions sociales, humanistes, où on estime qu'il n'y a pas un humain qui vaut plus qu'un autre, ce qui devrait être à la base pour toutes et tous, mais malheureusement c'est pas le cas. Donc il y a du travail encore, et c'est une petite pierre qu'on apporte à ce combat-là, en ayant justement, et c'était, je termine là-dessus, c'était tout l'intérêt de respecter à 100% le contexte historique pour pouvoir brandir ce travail en disant voilà comment ça s'est passé, et de ne pas prêter le flanc à la moindre critique d'inexactitude historique. L'intérêt, c'était ça. Merci beaucoup. Je reviens vers vous après avec une autre question, mais je passe à Remedium. Je pense que vous êtes mieux placé pour nous parler de ça. Une fois le travail est fini, c'est-à-dire dessin, scénario, il y a une autre étape. Je pense que une grande partie, en fait, nous dit que la plus dure, la plus difficile, c'est de trouver un éditeur qui accepte, en fait, votre travail. Alors, habituellement, oui. Là, ça a été plutôt facile parce que c'est Simon qui a trouvé un éditeur assez rapidement. Il était donc journaliste au sein du groupe Ouest France, chez Actu.fr. Et il s'est rapproché de Ouest France assez naturellement quand il a eu des discussions pour faire un livre sur son projet. Et ce sont eux qui se sont montrés intéressés tout de suite en proposant une bande dessinée. Donc finalement, on n'a pas eu ce problème-là d'éditeur. Et ça a été une épine dans le pied en moins qui nous a permis de travailler à peu près librement et d'être vraiment au clair dès le départ et de ne pas avoir de soucis particuliers là-dessus. Merci. Bon, là, vous avez évoqué une question très cruciale, très intéressante. Revenons maintenant entre en fait l'objectivité en fait dans l'écriture de l'histoire et en fait la politique, en fait, le discours politique. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, la bande dessinée, comme le Tolizar, en fait, peut contribuer à clarifier, en fait, l'histoire et de travailler l'histoire de manière objective? Alors, la création, l'art a son rôle à jouer. Je souscris ce qui a été dit juste avant qu'on commence notre intervention. La poésie, la littérature ont par toutes les époques, tous les temps, dans tous les pays, joué un rôle fondamental, soit contre des régimes totalitaires, dictatoriaux, parce que c'est, je pense au Chili avec Victor Jara ou à d'autres artistes de sa trempe qui restent à la fin la seule lumière quand tout paraît sombre, même si c'est des personnes qui souvent finissent qui finissent en martyrs. Il reste une lueur, c'est des gens qui permettent qu'il reste une forme d'inspiration. Il y a toujours un artiste qui permet ça, alors des fois c'est une toute petite lueur, c'est une lueur qui ne libère pas tout de suite, mais quand on est un peu libre dans sa tête ou qu'on garde l'espoir de la liberté dans sa tête, et ça passe par la création, et on peut encore espérer que l'endroit où on vit soit libre. Donc oui, il y a un rôle absolument énorme. Après, sur l'objectivité, alors moi c'est un terme que je connais beaucoup parce que je vous ai dit, j'ai été journaliste et je suis entré en école de journalisme il y a 11 ans, j'y ai passé 2 ans et après j'ai travaillé pendant 8 ans comme journaliste. On nous apprend à être objectif, on nous dit soyez objectif, et l'objectivité se résume à donner la parole aux deux camps. Et il y a une phrase qu'on peut retrouver souvent, je ne saurais pas dire de qui est cette citation, mais en gros, le boulot d'un journaliste, c'est pas d'entendre quelqu'un dire il pleut et l'autre dire il fait beau, c'est de sortir et de regarder, vérifier l'information, est-ce qu'il pleut ou est-ce qu'il fait beau. Ça, c'est la version, disons, idéaliste du journalisme. Le journalisme a tous ses travers, certains ont été évoqués tout à l'heure, et notamment des travers de la part de médias qu'on peut appeler dominants. Mais l'objectivité, c'est une sorte de leurre, puisqu'on ne peut pas être objectif à 100%. On a tous des biais par nos histoires, par les gens qu'on a rencontrés, les discussions qu'on a, tout simplement, nos croyances. Et là, je parle de croyances, que ce soit religieux ou que ce soit des convictions politiques.
Donc l'objectivité n'existe pas, à mon sens. Par contre, l'honnêteté, elle, existe. Et donc on peut traiter d'un sujet historique, même en étant concerné, comme c'est mon cas, avec honnêteté, sans objectivité. Je sais que je ne suis pas objectif dans la manière dont j'ai travaillé sur cette histoire, mais l'honnêteté, par exemple, j'aurais pu vouloir faire de mon arrière-grand-père un héros. Il était résistant, et donc de le mettre en scène sautant sur une mine pour sauver ses camarades. Enfin, je ne sais pas quel autre type d'action j'aurais pu mettre. En l'occurrence, mon arrière-grand-père, c'est à la base un petit fonctionnaire des impôts qui fait bien son travail, donc qui a des promotions, mais qui est exclu de son métier parce qu'il est juif et parce que les lois de Vichy disent que les juifs ne peuvent plus être dans la fonction publique, et qui ensuite devient comptable dans le privé pour vivre, parce qu'il n'a plus son métier de fonctionnaire qu'il avait depuis quasiment 10 ans, et puis il passe au maquis dans la résistance, mais il est l'intendant de sa compagnie, donc il compte les kilos de pommes de terre, les litres de vin et les armes parachutées sur son maquis. Il n'est pas en première ligne, c'est pas lui le commandant de l'unité, et le jour de la principale attaque sur le maquis où il était à l'infirmerie parce qu'il était malade, et le lendemain il s'occupait de gérer la chèvre du cantonnement qui donnait le lait pour les maquisards, et il raconte ça. On n'est pas sur l'héroïsme pur et dur, donc mon honnêteté a fait que j'ai raconté ce qu'il a fait de manière factuelle, en me basant sur les documents et les témoignages que j'ai, et sans extrapoler, enjoliver ce qui s'est passé. Et donc ça vaut pour lui, mais ça vaut pour aussi ceux avec qui il était. Il y a des actions héroïques, mais ce maquis-là a un rôle important, mais c'est pas ce maquis-là qui a libéré la France. C'est une conjonction de plein de choses extrêmement différentes. Donc voilà, c'est l'honnêteté qui pour moi est le plus important. Et quand on est honnête, je pense que les gens le sentent. Et ça va aussi, pour rebondir sur la question précédente sur le choix de l'éditeur, moi je suis allé voir Ouest France en premier par loyauté, parce que je travaillais dans le groupe Ouest France, donc je dis, j'ai un projet de livre, je vais d'abord aller demander à ceux qui sont dans le même groupe que moi, si eux ne veulent pas, j'irai ailleurs, mais d'abord je leur demande à eux, et ils étaient d'accord. Donc loyauté, honnêteté, ce sont ces valeurs-là, je pense, qui permettent aussi, avec la création, de faire vibrer encore de l'espoir, y compris quand tout paraît excessivement négatif, quand on a un monde où il y a Trump, Poutine et la mort de Jean-Marie Le Pen, quand elle est célébrée, est mal vue, alors que la mort d'un fasciste ne me fera jamais verser une larme. Voilà, il y a plein de raisons de ne pas espérer, mais il y a encore des raisons d'espérer, je pense. Merci. Je reviens vers vous, Rémi Guillaume, en fait. Est-ce que la thématique, le scénario détermine le style graphique? Oui, souvent. Et là, effectivement, en fait, dès le départ, on est parti sur l'idée que, comme l'histoire est quand même assez noire, assez dure, avec des personnages qui finissent dans les camps, avec la guerre, la misère, etc., on a fait le choix de partir sur un graphisme un peu plus rond, un peu plus simple, qui se rapproche un peu de la ligne claire à certains moments. Et de la même manière, sur le choix des couleurs, on est resté sur des teintes un peu sépia, et on a accentué ça avec des teintes de jaune à certains moments clés du récit et sur les symboles de la judéité. Et donc voilà, effectivement, le texte forcément va guider. Moi, je considère que le dessin, c'est un style d'écriture, ça accompagne l'écriture, donc forcément, il y a toujours une réponse entre le dessin et le texte, et ça effectivement, ça détermine le style graphique. Merci. Merci à vous deux. Je ne sais pas si parmi vous, quelqu'un qui veut une question. On posera 2 ou 3 questions avant de passer à la bonne dédicace. Moi j'ai une question. Est-ce que votre choix d'orientation professionnelle d'être journaliste, est-ce que c'est une certaine manière de se donner ou d'être témoin, juste parce qu'il y a vraiment des valeurs que vous avez dit à plusieurs reprises, l'honnêteté, se dire qu'à un moment donné, dans ce qui vous a été transmis, c'était je souhaite rétablir une forme de justice dans l'injustice et me rendre témoin
et vraiment redonner strictement ce que j'observe sans y mettre de l'affect ou de la subjectivité. Est-ce que pour vous, ça a été une évidence pour vous d'être témoin d'une époque et de retranscrire comme ça en art et en BD, ou alors vraiment c'est un choix qui n'a rien à voir avec votre histoire personnelle et familiale? Alors, je pense que ça n'a pas de lien avec mon histoire familiale parce que j'ai toujours voulu écrire. Mon ordinateur est rempli de débuts de mauvais romans depuis que j'ai 12-13 ans. Voilà. Par contre, l'idée d'être témoin, oui, mais je m'en suis rendu compte après. Ma première motivation, c'est d'être utile. J'ai toujours voulu être utile d'une manière ou d'une autre. Quand j'ai été journaliste, je pense l'avoir été sur certains reportages, certains sujets que j'ai choisis et que j'ai choisis, pour revenir sur la question d'objectivité, de subjectivité, mes choix de sujets étaient quand c'était mes sujets à moi que je faisais, à 95%, le choix était subjectif. Le point de départ, j'ai fait mes spécialités, c'était des reportages sociaux, que ce soit sur des questions industrielles, des usines en difficulté, sur des manifestations sociales, par exemple un copain de CM2 que j'ai recroisé 15 ans après qui était sans abri. Voilà, c'est ce genre de sujet moi qui m'ont importé quand j'étais journaliste. Quand on me demande si j'ai été utile quand j'étais journaliste, parce que c'est une question qu'on fait le bilan de ce qu'on a fait, et je crois que la seule fois où je pense que j'ai été vraiment vraiment utile, c'est une fois où, discutant avec quelqu'un d'une association qui faisait des maraudes, c'était juste après le Covid, personne me dit on n'a plus personne, on annule des maraudes, on n'a plus de bénévoles pour faire des maraudes. J'appelle 2-3 autres assos, et en fait les 2-3 autres au début me disent non pas de problème, puis ils me rappellent en me disant ah si, en fait on annule les maraudes, et donc je fais un article pour dire voilà, les maraudes sont en danger, et toutes les assos que j'avais contactées ont eu un regain d'adhérents dans la semaine qui a suivi l'apparition de l'article, et ont doublé pour certaines leur maraude, et ça je le porte comme une médaille, voilà, parce que dans un monde dans lequel on ne se soucie pas de l'autre et de celui qui n'a pas, je ne vais pas dire que ça vaut pas la peine d'exister dedans, mais en tout cas on peut pas détourner le regard de ça, à mon avis. Donc voilà, c'est vraiment la question d'utilité, et je le poursuis maintenant puisque j'ai arrêté le journalisme pour reprendre les études d'histoire, et maintenant je suis prof en Seine-Saint-Denis, et c'est pour moi une continuité de cette idée-là d'utilité. Et ensuite, l'idée de témoin me plaît beaucoup. Après, j'ai pu l'être, je pense, sur certains aspects quand j'étais journaliste, mais sans en être conscient. Et je pense que mes choix aujourd'hui, notamment de sujets sur lesquels je travaille, puisqu'il y a ce livre-là, mais là, cette année, j'espère publier mon mémoire de master j'ai travaillé sur la place des femmes dans la résistance, dans ce secteur-là. C'est une continuité, je pense, puisqu'il y a des résonances tellement fortes entre ce qui a été vécu dans les fin des années 30 et les années 40, années de la guerre. Il y a des résonances excessivement fortes avec ce qu'on peut vivre aujourd'hui et certaines idées qui sont véhiculées dans le débat public. Donc peut-être qu'en étant témoin d'hier, ça apporte quelque chose pour aujourd'hui. Enfin, j'aimerais bien en tout cas. Merci à vous. Moi j'ai une question sur la distribution. Vous avez dans votre aventure là. Est-ce que vous arrivez à accéder aux canaux de distribution classiques, et est-ce que vous avez d'autres alternatives que peut-être vous? On a cette chance avec l'éditeur, c'est que c'est un éditeur qui a accès à un très bon distributeur. Donc on a été distribué dans toute la France, Fnac, Cultura, Leclerc, y compris des librairies indépendantes. Donc ça là j'ai pas les chiffres de vente pour 2024, mais je pense que ça équivaut à 95% des ventes du livre, voire plus. Et après, là les livres là par exemple c'est moi qui les commande, et je suis le deuxième canal, tout petit canal de diffusion. Donc voilà, on a cette chance là d'avoir un bon distributeur. Après on a, comme tout livre et comme tout roman graphique, c'est un secteur où il y a beaucoup de production, donc au bout d'un moment, le livre est sorti en octobre 2023, donc là il a 1 an et demi, il va forcément être moins accessible dans les librairies et
dans les boutiques spécialisées, mais il reste accessible si quelqu'un le commande, quoi. Voilà, il est commandé en ligne sans aucun problème. J'avais une question, vous avez commencé à y répondre en parlant des femmes et de l'actualité. Et moi, ma question que j'avais préparée avant que vous répondiez à cette question, c'était, vous parlez de choix et de témoins par rapport à la guerre de votre grand-père et la Shoah, et j'imagine, des choses comme ça. Est-ce que, actuellement, vous ne voyez pas un moment où votre livre va alerter sur les choix qu'on aurait à faire maintenant, sur ce qui se passe actuellement, avec tout ce qui se passe dans le monde et à différents... je ne parle pas que de l'Afrique, de l'Europe, de l'Amérique, c'est le monde entier qui s'enflamme. Est-ce que ce livre, vous ne faites pas un lien avec les choix qu'on devra prendre actuellement, nous, chacun? Vous avez parlé de femmes, mais maintenant, je ne parle pas que de femmes. Alors, parce que le titre complet du livre, c'est Isidore et Simone, Juifs en résistance. Alors, je m'éloigne un peu, mais vous allez voir que j'y reviens. Et ce choix-là, il était fait pour souligner le fait que, parce qu'on a tous, au moins à un moment de vie, eu l'image où on s'est tous posé la question de mais 6 millions, mais comment ils ont pu se laisser faire pour monter dans des trains comme ça et puis disparaître. Et c'est une question qui, moi, me taraude encore sur plein d'aspects. Et donc de montrer qu'on pouvait, en étant persécuté, être aussi... avoir un autre choix que de subir une répression. Aussi, c'est très difficile d'imaginer quand on vit avec deux États qui nous répriment, comme ça a été le cas pour les Juifs de France pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais donc, l'histoire de ma famille, c'est l'histoire d'une famille juive, mais la manière dont on l'a écrit et ce qu'on a voulu montrer, c'est en fait, on peut presque enlever le mot juif de l'histoire, puisque c'est de montrer comment on en arrive, comment on glisse on part de discours et on en arrive à persécuter une population bien précise. Donc là, c'est les Juifs, mais je vais donner des exemples, mais je ne fais pas forcément de parallèle parce que les contextes sont différents. Mais on peut parler des Palestiniens, on peut parler. Alors là, évidemment, je ne vais pas trouver d'autres exemples tout de suite. Mais on vit la même chose. Enfin, les Tutsis ont vécu la même chose au Rwanda. Voilà. Il y a plein d'autres exemples où on retrouve les mêmes schémas. Une loi qui s'abat contre un type de personne, des discours qui déshumanisants. J'ai fait beaucoup d'interventions dans des collèges et des lycées, et je le dis aussi dans mon activité de professeur quand j'ai fait des cours d'histoire à des secondes sur la traite transatlantique et sur l'esclavage de manière générale, puisque l'esclavage n'était pas que transatlantique. C'est à partir du moment où, dans un discours, dans une phrase, vous avez une parole déshumanisante, où on parle de rat, où on parle de cafard, enfin, dès qu'on réduit un être humain à l'état de nuisible, dans le pire de ce qu'on a visuellement dans le règne animal, et ben on est sur une logique génocidaire. Et on le retrouve sur la manière dont les gens ont été traités ou sont traités dans plusieurs conflits. Alors, Radio Mille Collines au Rwanda, les Tutsis sont des cafards. Voilà, donc on a ces exemples-là. Et donc ensuite, pour vous répondre sur l'impact de ce livre ou son rôle, alors l'impact, il est forcément petit, parce que j'aimerais bien changer le monde. Si je meurs et qu'on écrit sur ma tombe, il a changé le monde, j'en serais content. Non, ce que je disais tout à l'heure, c'est une petite pierre à un édifice. Heureusement, on n'est pas les seuls à penser ce qu'on pense. D'autres aussi œuvrent à ne pas cibler une population, à ne pas stigmatiser des gens. Et on peut parler de ce que peuvent vivre les musulmans en France sur certains aspects. Dès qu'il y a un problème en France et que le gouvernement est en difficulté, on reparle du voile dans un contexte ou dans un autre. C'est des logiques qui ont pour objectif de détourner le regard de problèmes bien plus graves contre lesquels le gouvernement ne peut rien faire, ou ne veut rien faire. Il y a aussi ça. Donc voilà, on essaye de faire ce qu'on peut pour dire que tous les humains sont pareils
Et ce VAL est de porter ce discours-là et de le porter dans des collèges, des lycées, et de rester vigilant à ce qui se passe autour de nous, voilà, pour montrer que l'extrême droite, on sait ce que c'est, on a essayé, on a vécu 4 ans sous un régime d'extrême droite il y a 80 ans, on sait ce que ça a donné, donc voilà, à nous de prendre le relais de ce qu'ont vécu nos ancêtres pour éviter que ça se reproduise. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Avant de passer... Oui, une dernière question. Je voulais juste rebondir sur ce qui vient d'être dit. Et en fait, ça me fait penser à un livre que j'ai lu récemment. C'est sur le fanatisme. Et le racisme fait partie du fanatisme. Et donc, c'est un livre de Gérard Haddad, Dans la main droite de Dieu, psychanalyse du fanatisme. C'est un livre qui est très bien. D'accord. Ouais. Je connais l'auteur. Voilà. Donc, moi je dis souvent, on est tous des humains. Il y a une chose qui rassemble en fait les croyants et les non-croyants. C'est que les croyants ils disent on descend d'Ève et d'Adam. Les non-croyants ils disent on est tous des Homo sapiens. Donc, on est tous des humains. Donc, les frontières, les races, on est tous avant tout des humains. Merci à vous deux. Merci beaucoup. Je pense que vous avez un mot à dire avant de passer à la dédicace. Le dernier mot que je peux vous dire, c'est que c'est le mot avec lequel je termine toutes les interventions que je fais dans des collèges et des lycées. Ma grand-mère a été cachée dans un couvent, donc des sœurs catholiques qui l'ont hébergée, elle petite juive avec sa sœur autre petite juive. Elles les ont gardées pendant plus d'1 an et demi, elles les ont cachées, elles les ont nourries, elles les ont éduquées. Ces sœurs, les sœurs Denise Bergon et Marguerite Roch, ont été reconnues justes. Et donc la devise des justes, l'injuste, c'est qui sauve une vie, sauve l'humanité. Et donc la seule chose que j'ai à dire, c'est qu'on peut tous être le juste de notre prochain en lui tendant la main quand il est en difficulté ou qu'il est ciblé pour ce qu'il est et non pour ce qu'il fait. Voilà. Merci à vous. Pour finir, déjà merci à vous de vous être intéressés à ce projet-là. Et puis, juste un message comme a pu le dire Simon, pour compléter, de vigilance, parce que nous, quand on a fait ce livre, effectivement, on n'en avait pas forcément conscience au départ, mais c'est un livre historique, mais c'est aussi un livre d'actualité, malheureusement, parce que les discours qu'on entend font furieusement écho à ce qu'on peut traiter dans le livre. Donc, le message qu'on porte aussi, c'est ce message de vigilance, de fraternité, le fait d'être tous unis face à certains types de discours. Voilà, merci à vous. Merci. Donc, il y aura une...